Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Arthur Aubeuf, cofondateur de Time for the Planet, une entreprise à but non lucratif qui a pour but de récolter 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises luttant contre le dérèglement climatique. C'est une arme nucléaire, l'open source, quoi. Il y a très peu de logique de pensée qui peuvent être plus puissantes que le partage à grande échelle comme ça. Mais tu sais, l'open source, la plupart des gens comprennent pas, mais c'est quand même structuré. Tu vas breveter ta techno, ton innovation. Et ensuite, tu crées une licence autour de ce brevet. Et c'est cette licence qui donne accès au brevet à n'importe qui. Dans la première partie de l'épisode, Arthur nous explique toutes les spécificités de Time for the Planet et de leur vision. De l'utilisation de l'open source, qui rend publiques toutes les découvertes, pour accélérer les innovations et l'impact des entreprises, à leur indicateur de suivi principal, le TRP, le taux de retour pour la planète. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans Demain est durable, j'accueille Arthur Aubeuf, cofondateur de Time for the Planet. Comment tu vas, Arthur ? Bah écoute, ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui, d'autant plus parce que je suis Time depuis quelques mois, en étant un investisseur très intéressé et du coup pour comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants de Time, ton histoire, toi, de manière globale, et les conseils que tu pourrais potentiellement nous donner pour se lancer à notre échelle. Je vais commencer du coup comme chaque épisode de Demain est durable par une question facile. Tu devrais répondre assez facilement. Qui est Arthur Aubeuf ? Eh ben écoute, Arthur Aubeuf, c'est un entrepreneur optimiste qui a commencé jeune et qui est passionné de sport, de nature et de musique. Voilà, pour te répondre rapidement. Ok, c'était du coup très rapide en effet. Tu as commencé par lancer une start-up à quel âge ? Eh ben la première boîte officielle avec une structure, c'était à 19 ans, mais par contre j'ai commencé à 17 ans vraiment à créer des choses sans même avoir de structure ou avoir quoi que ce soit. Donc c'était un peu le début de mon parcours et là où ça a vraiment commencé à marcher pour moi, c'est avec les communautés sur les réseaux sociaux principalement. Et donc ces communautés que je pouvais faire grossir et transformer ensuite en médias avec des applications, avec des sites internet, la publicité pour gagner les premiers sous que j'ai pu gagner. Et puis ensuite toutes les logiques d'influence marketing, d'annonceurs en direct, et puis d'autres communautés que j'ai rachetées pour les monétiser également. Ça a été un parcours un peu à l'opposé de mes études de STAPS que je faisais en parallèle, mais c'était très intéressant au départ. Et en gros, c'est vraiment là-dedans que j'ai commencé. Donc vraiment l'idée de créer des grosses communautés pour les monétiser. Donc l'idée c'était à la base basée sur la communauté ou sur l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui t'attirait le plus ? Je pense que j'étais juste attiré par le fait de créer des choses, d'essayer de faire naître quelque chose. J'ai toujours aimé ça, mais je suis tombé dans les communautés, je pense, parce que j'ai un côté empathique assez fort. Et donc j'aime comprendre les gens. Et quand on comprend les gens, on arrive souvent à communiquer avec eux et à créer des communautés. Donc je pense que c'était un peu inné comme truc, ou en tout cas implicite, quoi. Comment est-ce qu'on passe ensuite de... c'était du coup Brainbox, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Dont tu parlais. Comment on passe du coup de Brainbox, donc la création de Brainbox, à Time en fait ? Il y a eu plein de choses en fait. Brainbox, ça a duré 8 ans. J'ai fait d'autres boîtes entre temps et j'ai fait également. J'ai été en charge de l'Europe. J'ai été en charge de l'Europe parce qu'on était avec mon associé pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui vient d'ailleurs d'être valorisé plus d'1,2 milliard d'euros. Là, j'ai vu récemment. Donc ça se passe bien pour eux. Et en fait, j'ai été énormément plongé dans ce milieu des influenceurs, de faire toujours plus de téléchargements, toujours plus de marketing d'une manière ou d'une autre, alors que c'était pas du tout mon ADN.
C'était très intéressant. J'ai adoré l'aspect communauté, parler avec les gens, rire avec eux, échanger avec plein de gens. Mais j'ai eu beaucoup de mal, de plus en plus vers la fin, à me reconnaître dans la logique de toujours être en train de faire des choses qui étaient un peu futiles, pour être hyper honnête, par rapport aux enjeux qu'on a en face de nous. Et je me reconnaissais de moins en moins dans la personne que j'étais, à savoir un mec qui allait avec des influenceurs à des soirées VIP pour qu'ils fassent des stories, pour faire danser des gens sur une appli et générer 10 000 téléchargements. Je rentrais très souvent chez moi à un moment, donc fin 2018, début 2019, donc chez moi vers le Jura, dans les montagnes, et je prenais beaucoup de recul. Et en fait, je me suis dit que je voulais plus du tout utiliser mes compétences dans l'entrepreneuriat pour faire ça, ou alors vraiment comme un tout petit passe-temps de temps en temps, tu vois, en side project, mais jamais plus. Et j'avais vraiment envie de mettre à profit tout ce que j'avais appris pour quelque chose de beaucoup plus utile, de beaucoup plus grand. Et en fait, ça faisait déjà quelques années que je m'étais intéressé au problème du dérèglement climatique parce que comme tout le monde, j'entends toutes les 30 secondes qu'on va tous mourir. Donc je me demandais un peu ce qu'on pouvait faire et pourquoi on nous disait ça. Et je me suis retrouvé vraiment à prendre conscience d'un coup de l'immensité du truc et de l'importance de l'urgence, enfin de l'ampleur de l'urgence face à laquelle on est. Et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Je me suis dit bon, j'ai envie de participer à ça, donc à la lutte contre le dérèglement climatique. Je veux y consacrer ma vie, vraiment ma vie, quoi. J'avais vraiment cette détermination. Ça t'arrive quand? C'est vers la fin de ton expérience de thriller? Ouais, c'est en début 2019, donc fin de l'expérience de Thriller. Donc là, je décide d'arrêter Thriller du jour au lendemain, alors qu'on me proposait un très bon salaire et qu'on me proposait des actions d'une boîte, tu vois, qui vaut plus d'1 milliard aujourd'hui. Donc j'ai clairement dit non à plusieurs millions d'euros. Je le sentais, mais bon, voilà, j'avais plus envie du tout. Donc c'était plus moi. Et puis j'avais également une autre boîte qui tournait, mais qui trouvait pas son modèle économique, qui était uniquement perfusé avec de l'argent d'investisseurs. Donc j'ai donné 3 mois à mes équipes à ce moment-là et je leur ai dit les gars, il faut qu'on trouve un modèle économique, sinon on arrête. On n'a pas trouvé de modèle économique suffisamment viable, donc j'ai arrêté, j'ai vendu cette boîte. J'ai refait quelques petites apps sur Brainbox qui marchaient bien parce que il fallait bien avoir un peu d'argent pour faire la transition entre ce que je faisais là et ce que j'allais faire dans du côté urgence climatique. Et il s'avère que j'ai eu l'opportunité de revendre Brainbox correctement à un grand groupe de dating. Donc ça m'a permis de faire une super sortie de cette aventure-là et de me concentrer sur ce que j'allais faire. Et donc moi, mon premier focus, ma première idée, c'était de dire, je suis convaincu que l'écologie souffre du fait qu'elle n'est pas reliée à l'économie aujourd'hui, en tout cas pas dans la tête des gens, et qu'on parle pas assez de rentabilité, qu'on parle pas assez de modèle économique viable quand on vient amener tout le spectre du durable. Et moi, l'idée, c'était vraiment de me dire, il faut qu'on fasse des boîtes qui soient et durables et rentables. Et même et très durables et très rentables. Et j'étais convaincu qu'on pouvait faire les deux. Et je me disais, c'est comme ça qu'on va réussir à faire vraiment exploser l'écologie. Et c'est comme ça que ces innovations ou ces choses qui auront de l'impact pourront vraiment en avoir un énorme et concurrencer toutes les économies actuelles ou plus traditionnelles. Donc c'était vraiment ça la réflexion de base que j'avais pendant cet été 2019. Et donc j'avais commencé à créer un startup studio qui s'appelait Optimist et qui était tourné vers ça à 100%. Quand j'ai vu des publications sur les réseaux sociaux un mec qui avait des bureaux au-dessus des miens à Lyon, qui est aujourd'hui mon associé Mehdi, et qui eux donc faisaient Time for the Planet, ça s'appelait Time for the Planet, mais c'était les balbutiements, c'était vraiment à l'arrache, quoi. Il y avait rien du tout. Il avait fait une vidéo en selfie sur son Facebook dans son jardin, c'était vraiment pourri. Mehdi, si tu écoutes ça un jour, ça me fait plaisir de te lancer ce pic. Et donc du coup, je me suis dit putain, c'est vraiment intéressant. Ils ont une bonne vision. Il y avait toutes ces notions d'open source et de non lucratif que moi j'avais pas forcément amené. Et donc nos visions se complétaient super bien. On a fait 2 déjeuners ensemble et puis on a dit qu'on montait Time tous ensemble. Donc au départ on était 4 et puis très vite on a été rejoint par 2 autres entrepreneurs et on était 6. Donc voilà. Vous, votre volonté, c'était justement d'avoir une souvent quand on parle de start-up, on dit que le plus important c'est l'équipe. Ouais. Pour pouvoir monter sa boîte. Vous, l'objectif c'était d'abord de monter une grosse équipe avant de disons communiquer sur Time. C'était quoi la volonté sur ça? Non, pas vraiment. Alors déjà, l'idée c'était est-ce que ce qu'on propose a du sens? Est-ce que des gens sont vraiment prêts à nous suivre? Parce que Time, grosso modo, c'est l'idée de dire venez rejoindre un mouvement en investissant de l'argent
mais vous n'aurez aucun retour sur investissement. On va vous offrir un retour pour la planète. Donc un TRP, un taux de retour pour la planète, qui est notre indicateur à nous, qui est en gros une quantité de gaz à effet de serre non émise ou absorbée, ramenée au nombre d'euros que tu as investi et qu'on te communique tous les ans. Donc déjà, ça paraissait complexe de dire à des gens investissez sans aucun retour sur investissement, mais ça se fait, voilà. Seulement, c'était vraiment une logique d'entreprise et pas une logique d'association ou de coopérative, tu vois, c'était différent. Donc nous, on a monté le discours et on s'est dit, bah, faisons un test, faisons un POC, faisons une conférence. Et donc on a invité quelques amis qu'on avait sur Facebook et on a mis la conférence en ligne. Et en fait, très rapidement, il y a eu 250 personnes qui se sont pointées le jour de la conférence. C'était assez incroyable. On avait juste mis un titre qui était l'entrepreneuriat au service de l'urgence climatique. Voilà, point. Et en gros, on a pitché le premier modèle de Time qu'on avait en tête. Donc basé sur l'open source, basé sur le non lucratif, le fait de créer des entreprises pour lutter à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique, en s'appuyant sur un mouvement où on soit des milliers, des centaines de milliers, demain des millions, pour pouvoir vraiment sourcer à la fois des innovations très efficaces qui nous permettraient de créer les boîtes et en même temps des super experts dans tous les domaines pour pouvoir avoir une vraie, on va dire, le maximum de chances de pas se planter et de sélectionner les bons projets. Et en fait, ce discours-là, il a plu tout de suite parce que on a tout de suite atteint le nombre maximum d'associés qui est autorisé sur une société, à savoir 150 sur une société classique. Et donc, on s'est tout de suite retrouvé dans le jus à devoir se réorganiser et créer une société en commandite par action qui nous permettait de lever des fonds de manière infinie. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'était quand? C'était fin 2019? C'était quand exactement? C'était début 2020. Alors, la conférence était fin 2019, par contre. C'était en décembre 2019, mais début 2020, on a compris qu'on allait morfler sa race. Du coup, parlant sur Time, parce que tu as dit pas mal de choses déjà, est-ce que tu peux nous présenter Time maintenant et un peu la vision que vous avez? Bah écoute, c'est assez simple. En gros, on est une entreprise qui crée des entreprises. Toutes les entreprises qu'on crée, elles ont une seule mission unique, c'est de lutter à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique et plus précisément contre les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est vraiment notre verticale. Ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on pense ces entreprises et on les paramètre entièrement pour ça. Donc, on vise vraiment la performance environnementale avant la performance économique. Et on va détecter donc des innovations à impact, comme je te l'ai expliqué, donc à impact contre les gaz à effet de serre. Quand on a détecté une innovation performante, on va lui associer des entrepreneurs pour trouver un modèle économique viable et déployer l'innovation pour la transformer en une véritable entreprise qui puisse embaucher des gens, qui puisse grossir. Et nous, Time for the Planet, on vient chapeauter l'ensemble et injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. On a quelques petites spécificités quand même. Le cœur du réacteur, c'est l'open source, je t'en ai parlé rapidement. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand tu crées des boîtes aujourd'hui, tu as énormément de chances de te planter. Quand tu veux en créer une, déjà c'est dur. Quand tu veux en créer 100, bah voilà. Et on ne peut pas se planter quand il s'agit de l'urgence climatique. On a quelques dizaines d'années devant nous pour vraiment transformer la société. Ça va être hyper difficile. Donc nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on partage. Il y a une seule recette, c'est le partage, parce que ça va permettre à d'autres qui seront meilleurs que nous de trouver d'autres innovations ou d'améliorer celles qu'on leur aura filées gratuitement. Donc nous, en fait, on met à disposition de chacun une licence open source gratuite pour que les gens puissent s'emparer des entreprises qu'on crée, donc des innovations et des modèles économiques, pour les dupliquer, les améliorer partout ailleurs sur la planète, et donc pour faire une espèce de R&D à l'échelle mondiale qui nous permettra de développer les innovations beaucoup plus vite que si on est tout seul dans son coin. Et surtout, ça nous permet de créer des marchés et pas juste des entreprises. Donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de Time. D'abord, je vais revenir sur les débuts, sur la création et la détection des différentes entreprises. Comment est-ce que vous allez choisir ces entreprises? Donc tu me disais que c'était par rapport du coup à la verticale de notamment les émissions de gaz à effet de serre. Où est-ce que vous en êtes sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez déjà commencé à regarder les entreprises que vous pouvez potentiellement sélectionner? Et autre point qui sera ma question d'après, donc on pourrait y revenir après. Ouais. Tu parlais justement d'aller regarder des projets qui justement allaient réduire cette émission d'effet de serre. Ouais. Et ensuite de mettre des entrepreneurs pour pouvoir en gros les faire grossir. Mm-hmm. Du coup, est-ce que ce sont les
fondateurs de ces idées qui vont devenir les entrepreneurs, entre guillemets, les CEO de ces boîtes-là? Comment est-ce que vous allez gérer ça? Ouais, alors donc pour répondre déjà à ta première question, les innovations. Donc nous, on est vraiment au stade de proof of concept avec Time, et là, on va faire notre lancement. On a eu un beau proof of concept parce que ça marche bien. Aujourd'hui, on est un peu plus de 2900 associés citoyens, et là, on est à un rythme de levée de 100 000 euros par mois en citoyens, sachant qu'on a pas mal d'entreprises qui commencent à discuter avec nous pour nous rejoindre. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout structuré à 100% pour être capable de monter les premières boîtes. On a encore notre comité scientifique à gonfler, à améliorer, parce que c'est pas nous, les 6 cofondateurs qui sommes entrepreneurs et pas scientifiques, qui allons décider quelle innovation est vraiment performante ou pas. Donc on a ces innovateurs qui vont nous proposer des choses. On en reçoit déjà pas mal, mais nous, on veut les mettre à disposition d'un réseau de scientifiques, d'experts, pour pouvoir déjà faire une première validation sur est-ce que l'innovation, elle est pas bullshit, est-ce qu'elle est passable à l'échelle. Ensuite, on a une phase de gros hacking où l'idée, c'est de tester des modèles économiques sans avoir à prototyper, sans avoir à créer quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, dans les startups. Et puis enfin, on a un passage avec le comité scientifique, qui est donc un comité fixe qu'on crée en ce moment même dans Time for the Planet, pour valider tous les aspects un peu globaux et importants autour de ces innovations, avant de faire un vote éthique auprès de l'ensemble des actionnaires qui vont dire allez, on investit sur ces 3-là, vous nous en avez préqualifié et sélectionné 5, ce sera ces 3-là qu'on va financer tous ensemble. Donc ça, c'est pour répondre à ta première question. En gros, pour la faire courte, on n'est pas encore tout à fait structuré, mais c'est ce à quoi on a travaillé depuis début janvier maintenant, donc on commence à être pas loin du but, et on sera prêt en 2021 pour lancer les premières boîtes. Ensuite, la deuxième chose, pour répondre à ta deuxième question, donc c'était plus sur les entrepreneurs. Je ne sais pas exactement quelle était la question, mais en gros, est-ce que les innovateurs sont les entrepreneurs? C'est ça la question? Alors non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qu'on a vu, et c'est aussi ça Time, c'est que les scientifiques qui ont des idées franchement incroyables, hein, ils font des trucs, c'est complètement fou, ne sont pas du tout formés ou n'ont pas l'envie de trouver des modèles économiques, de transformer ça en entreprise, d'aller conquérir voilà le monde entre guillemets pour que leur innovation soit partout, parce que c'est un autre métier en fait. Eux, c'est des chercheurs, c'est des innovateurs, et c'est pour ça qu'il faut qu'on les fasse communiquer avec les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui ça fonctionne un peu en vase clos, et nous on aimerait péter les silos et réunir ces acteurs là, parce qu'on est convaincu que en les mettant ensemble, là on peut faire des boîtes qui deviennent vraiment grosses, ou grosses ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui soient capables de changer les choses et qui fonctionnent. Sur les entreprises que vous allez lancer dans les prochaines années, Oui. Est-ce que c'est des entreprises françaises ou vous visez plutôt vous fixez pas de limite? Ah non, franchement, pas du tout, du tout. On est vraiment en mode international à fond. On a déjà pas mal de gens qui nous contactent de l'international et notamment des innovations. Okay. Mais demain, le but, c'est vraiment d'être un mouvement mondial avec des gens partout pour que dès qu'on a un besoin, on puisse avoir quelqu'un qui est expert, qui est meilleur que nous, qui puisse nous aider. C'est ça le but de Time, et c'est ça notre rôle à nous, les 6 cofondateurs de base. Vraiment, l'idée, c'est de garder les valeurs, de faire en sorte que ça parte pas en live, et de tout faire pour que ce mouvement soit le plus connu possible, pour que ça fasse un peu la stratégie du pot de miel et qu'on attire les talents, les gens qui sont capables d'en faire quelque chose qui soit bien plus grand que ce que nous on serait capable, on serait capable de faire. Donc c'est ça l'idée. Je vais revenir sur un autre point qu'on a discuté tout à l'heure, sur le TRP. Yes. Du coup, le temps de retour pour la planète. Est-ce que tu peux du coup m'en dire plus? Et dans mes souvenirs, lors d'une conférence auquel j'avais pu assister de Time, vous disiez que c'était un petit enfer pour créer une entreprise à but non lucratif. Me parler un peu de ça aussi pour du coup intégrer la partie TRP. Le TRP, c'est assez simple. En gros, nous on voudrait quand même avoir des comptes à rendre à nos associés, et comme le but c'est de créer une machine qui, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, quoi de plus normal que de créer un indicateur autour de ça pour pouvoir leur dire, voilà, tu as investi 10 euros, tu as permis d'économiser X tonnes de CO2 cette année. Et ce qui est bien avec Time, c'est comme on réinjecte l'ensemble des bénéfices parce qu'on est non lucratif, un investissement que tu fais en première année te permet d'avoir du TRP tous les ans finalement. Je sais pas ce que tu voudrais savoir de plus en gros sur le TRP, peut-être un peu plus de détails techniques, mais
En tout cas, on a tout mis dans un dossier qu'on a fait sur notre site, qui est notre dossier d'investissement, que j'invite tout le monde à consulter, qui est très détaillé, je pense qu'il y a 80 pages, donc il y a un gros passage sur le TRP et ça permet de bien comprendre les trucs. Sur l'open source, Ouais. est-ce que tu peux davantage nous en parler et m'expliquer un peu, on va dire, les tenants et les aboutissants, d'où est venue l'idée et qu'est-ce que ça implique en fait? En fait, c'est vraiment le fait que sans réfléchir open source, technologie, machin, on sait que il y a une solution aujourd'hui quand t'as un problème et que tu veux aller plus vite, c'est le partage. Ça se voit même chez les enfants, même dans l'éducation. Moi, mes deux parents sont enseignants et à chaque fois qu'il y a un souci, qu'un enfant a un problème, la résolution du problème, elle passe par partager et co-construire la solution avec d'autres. Donc moi, ça a toujours été assez inné. Et puis ensuite, comme on vient du digital pour la plupart des cofondateurs, on a vu des choses comme GitHub, tu sais, qui permet à tous les développeurs de collaborer ensemble pour construire des produits digitaux ou des projets. On a vu que ça marche super bien, on a vu que ça va hyper vite. Et en fait, moi, je suis convaincu depuis toujours que, enfin en tout cas depuis que je suis dans le digital, que le fait de faire collaborer plein de gens autour d'un projet, ça peut que le faire accélérer, mais pas au carré, au cube. Donc pour nous, c'était évident l'open source. Et puis ensuite, il y avait vraiment cette crainte de, ben, si les boîtes qu'on crée, elles se plantent, on aura vraiment l'air con et ça sera vraiment nul. Et donc on s'est juste posé la question de, mais comment on peut faire en sorte que ces boîtes, elles ne meurent pas, quoi. Et c'est vachement difficile. Et encore une fois, ben, on a juste examiné toutes les options qu'on pouvait imaginer pour éviter qu'elles meurent. Et la seule et unique qui nous a semblé vraiment pertinente, c'était l'open source. En tout cas, le truc qui était le plus élaboré, le plus connu. Donc pour nous, c'est vraiment c'est une arme nucléaire, l'open source, quoi. Il y a très peu de logique de pensée qui peuvent être plus puissantes que le partage à grande échelle comme ça, quoi. Mais tu sais, l'open source, la plupart des gens comprennent pas, mais c'est quand même structuré. Tu vas breveter ta techno, ton innovation. Et ensuite, tu crées une licence autour de ce brevet. Et c'est cette licence qui donne accès au brevet à n'importe qui. C'est pas juste YOLO les gars, tout le monde peut s'emparer du truc, c'est la fête, tu vois. Enfin, t'as quand même besoin de demander la licence, t'as quand même besoin de passer par une phase où tu vas être expertisé pour qu'on soit sûr que tu veuilles pas en faire n'importe quoi. Tu vois, si t'as l'armée russe qui nous demande demain, je sais pas, le brevet d'un truc un peu bizarre avec de l'ADN synthétique, on va se poser deux trois questions. Enfin, tu vois, c'est normal. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi. Maintenant, sur la partie entreprise à but non lucratif, du coup, l'objectif, c'est de créer des entreprises qui créent des entreprises. Ouais. L'objectif, c'était vraiment ça. C'était pas de lancer dans une ONG classique, etc. Et est-ce qu'il y avait du coup des difficultés pour créer une entreprise à but non lucratif vs une entreprise classique basée sur d'autres paramètres que le TRP? Ouais, bah il y a des difficultés de malade parce qu'en fait la loi t'interdit nous on est une société commerciale à but non lucratif, donc c'est un peu bizarre. Ça existe, hein, mais en gros c'est assez original et en fait la grosse complexité c'est que normalement la loi française t'interdit de ne pas distribuer de dividendes à tes associés. En tout cas ça doit être voté via une assemblée générale, mais nous on veut pas prendre le risque que les gens se disent bon, en fait ça gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'on se distribuerait pas un peu de dividendes? On refuse catégoriquement que ce soit le cas. On veut que les gens viennent pour des raisons vraiment bienveillante et on veut vraiment qu'il y ait zéro dividende. On est convaincu que c'est ça qui va nous faire grossir d'ailleurs. Et donc on a dû contourner un peu la loi. Alors, contourner la loi, ça fait un peu les mecs les pirates, mais en vrai c'est pas non plus un truc de fou ce qu'on a fait. Juste on a dû conditionner la distribution de dividendes. Et on a trouvé un avocat qui a été assez bon pour nous suggérer des choix là-dedans. Et par exemple, bah, pour la distribution de dividendes, on a marqué que Time for the Planet pourrait distribuer des dividendes si et seulement si la température à la surface du globe redescendait à plus 0 par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc en gros, c'est un truc absolument impossible. Et tu vois, on a fait quelques petits hacks comme ça à droite à gauche pour pouvoir atteindre notre forme juridique actuelle et blinder nos statuts et tout blinder pour que ça soit une boîte incorruptible. Donc c'était pas un enfer parce que ce serait exagéré, mais c'était pas mal de travail et pas mal d'arrachage de cheveux quand même. Maintenant, je vais me concentrer un peu plus sur les personnes qui pourraient nous écouter et sur comment devenir associé. Est-ce que tu peux en parler plus précisément? Ouais, bien sûr, bah, c'est hyper simple. En fait, chacun peut nous rejoindre à partir d'1 euro. Donc, sur le site Time for the Planet, ça coûte 1 minute de son temps et 1 euro, ou en tout cas un peu plus en fonction de ce qu'on a comme moyen. Et puis, une fois qu'on est associé, on peut tout voir de l'intérieur. Donc, on peut voir qui sont les associés, on participe aux assemblées générales, on élit le conseil de surveillance, on a le droit d'avoir son TRP, on voit s'il y a des trucs qui peuvent être bizarres, parce que souvent les gens nous disent oui, mais comment on est sûr qu'on va pas se faire arnaquer, ce qui est complètement normal
contexte où on n'a plus du tout confiance en grand chose, et ben justement, quand on est associé, on fait partie vraiment de la machine, au même titre que moi, au même titre que les 6 premiers cofondateurs, et donc on voit absolument tout ce qui se passe dans Time. Et une fois qu'on est associé, on peut aussi vraiment être ambassadeur et donc communiquer sur les réseaux sociaux pour nous aider à faire grossir le mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable aujourd'hui puisque énormément de gens le font et on n'a pas communiqué autrement que comme ça presque. On a fait quelques vidéos, quelques trucs, mais c'est vraiment le fait que les associés soient tous ambassadeurs qui nous fait grossir aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le moteur de Time aussi. Okay. Est-ce que c'est pour toi, du coup, le facteur clé de succès, le futur facteur clé de succès de Time, justement, c'est la communauté qui va permettre de faire grossir l'audience et in fine les investissements? Ouais, pour moi, on mise tout sur le collectif. C'est pas tant par rapport aux investissements parce que c'est pas les gens, les citoyens comme toi et moi qui allons vraiment apporter beaucoup d'argent à Time. C'est beaucoup plus les entreprises, c'est beaucoup plus les investisseurs, les fondations. Par contre, le fait qu'on soit des milliers, des centaines de milliers demain, ça nous permet d'être connus et ça nous permet de faire remonter à Time des innovations vraiment cool, des experts vraiment compétents et toute autre idée qui pourrait permettre à Time de se développer. Donc pour nous, il faut tout miser sur le collectif et c'est vraiment le noyau central, le fait d'être un mouvement citoyen. Et c'est quoi le business model de Time? Ouais, en fait, le business model, c'est créer des boîtes qui gagnent de l'argent. Et donc, le but, c'est que ces innovations, elles soient adaptées au marché pour qu'elles puissent être vendables. C'est ce qu'on expliquait. Mais avec des modèles économiques d'open source. Donc, il y en a plein. Pareil, on a écrit un article parce que souvent les gens pensent que open source égale pas de modèle économique. Enfin, c'est complètement faux, hein. Il y a des milliers de modèles économiques autour de l'open source qui sont d'ailleurs très puissants. Et une fois que ces entreprises, elles gagnent de l'argent, la partie qui remonte sur Time for the Planet, donc qui correspond aux parts que Time for the Planet possède de cette entreprise fille, elle est réinjectée entièrement, donc à 100%, pour créer de nouvelles entreprises, donc financer de nouvelles levées de fonds autour d'innovations naissantes ou voilà qu'on sera en train de développer et qui n'auront pas encore atteint la rentabilité. L'objectif, c'est bien entendu de faire connaître Time, de lever de l'argent pour ensuite aller choisir investir dans des entreprises qui ensuite feront entre guillemets des bébés grâce à l'open source. Est-ce que vous n'avez pas peur de justement du greenwashing de manière globale, sachant que le but final, comme tu disais, ceux qui ont le plus d'argent, c'est bien entendu les entreprises, justement de tomber dans d'être un outil pour les entreprises dans leur quête de campagne RSE? Alors, c'est possible que certaines nous utilisent entre guillemets comme ça, mais la seule chose qu'elles pourraient faire, c'est dire à leurs employés, regardez, on est vachement bien parce qu'on a investi chez Time for the Planet. Ça pourra pas aller plus loin que ça. En fait, tout reviendra peut-être à l'honnêteté des dirigeants, mais il y aura pas d'autre impact que ça, parce qu'aujourd'hui, quand ils mettent de l'argent chez Time, ils mettent de l'argent chez Time. Ils peuvent exiger aucune contrepartie si ce n'est du TRP. Donc, on peut pas vraiment risquer d'avoir des problématiques de greenwashing ou de manipulation ou quoi que ce soit dans Time, puisque tout a été structuré pour que ça n'arrive pas. Et on est convaincu, d'ailleurs, que dans la plupart des entreprises aujourd'hui, c'est les collaborateurs qui tirent les investissements de la boîte. Et dans 99% des cas, les collaborateurs, eux, ils sont bienveillants et ils font les choses pour des bonnes raisons. Donc, on n'est pas trop craintif par rapport à ça. Et souvent, l'anecdote qu'on aime bien raconter quand on nous pose cette question, c'est que si tu veux, ça fait quelques années qu'on est dans un bateau et qu'on est tous en train de se rendre compte qu'on fonce sur un iceberg. Alors, on prévient la salle des commandants en leur disant, les gars, il y a un iceberg. Et en fait, eux, ils sont convaincus que ça va le faire et que c'est pas très grave s'il y a un iceberg. Bon, maintenant, on s'est sacrément pris l'iceberg et on est tous en train de couler comme des cons. Donc, on s'affaire à créer des radeaux. On n'a pas beaucoup de matériel, c'est très difficile. Il va falloir qu'on soit très bon pour les faire, ces radeaux, et pour pouvoir tous partir. Donc, si demain les commandants ils se pointent et ils nous disent, les gars, on a du matos, on a des clous en plus, on a de quoi faire des trucs, bien sûr qu'on va leur dire, ok, on prend vos clous, on prend le matos et on y va, et vous aussi dépêchez-vous de construire avec nous parce que ça coule là, et on va pas perdre de temps à leur faire un procès, voilà, sur la cale, quoi. Donc c'est un peu ça la philosophie de Time. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.